Et à 24, j'ai monté ma première boîte. Et en gros, du coup, ça va faire quasiment plus de 24 que je monte des boîtes. Donc, en fait, je crois que j'aime bien ça, l'entrepreneuriat, dans des domaines très différents, mais toujours avec certains mots-clés comme l'innovation sociale et numérique, les questions de biodiversité, au sens voilà, d'être assez respectueux des écosystèmes et d'essayer de trouver du sens dans les projets. C'est plutôt ça. Je pense que ça vient quand même de la première boîte que j'ai montée, qui est une sorte de fruit du hasard et un plongeon dans une grande inconnue où je pense pas grand monde pense un jour tomber dedans. Et ça a été le rachat d'une entreprise de pompes funèbres que j'ai gardé pendant 22 ans. Donc en fait, je pense qu'à 24 ans, quand on est plongé là-dedans, c'est un métier passionnant, on prend conscience de certaines choses qui viennent teinter complètement votre vie professionnelle et voire votre vie tout court. Dans ce parcours, j'ai fait une sorte de, pas de pause entrepreneuriale, mais de pause intellectuelle où pendant 10 ans, j'ai été musicien professionnel. Et pendant ces 10 ans, c'est quand on a la fibre, je pense, de l'entrepreneuriat, on n'arrive pas à complètement se dire qu'on ne crée pas des choses. Donc, j'ai commenté un label de musique, une fédération de labels indépendants qui est devenue la première fédération en France des labels indépendants à l'époque. Et de ça et d'une analyse de l'écosystème musical et de cette révolution numérique qui a touché principalement en premier lieu la révolution culturelle et dans la révolution culturelle, la révolution musicale, on a décidé à quelques-uns, parce que ça se fait jamais quand même tout seul, tous ces projets-là, de monter une société coopérative d'intérêt collectif qu'on a appelée Indélab pour le laboratoire des indépendants et d'essayer de dessiner la première plateforme de streaming équitable. Et là, on est en 2012 et ça m'a accaparé énormément de temps. Alors, je vais pas mal parler quand même d'Indélab parce que ça découle ensuite du montage quand même de la fabuleuse cantine, un montage structurel différent. Et j'avais évoqué lors de témoignages effectivement des échecs, enfin on peut appeler ça des échecs, en tout cas dans le parcours, ce qu'on peut rencontrer de difficultés et qui viennent secouer. En tout cas, moi, ça a été le cas pour Indélab. Et c'est ça que je voulais évoquer ce matin, c'est-à-dire en gros sur trois points où aujourd'hui j'essaye d'être vigilant sur ces points-là, à la fois quand je parle d'entrepreneuriat avec les uns et les autres, mais également sur les projets dans lesquels je passe du temps et j'avance. Et le premier point, il est structurel. Le deuxième point est la table de capitalisation, donc il est quand même un peu financier. Le troisième point, et je crois que c'est le plus fondamental, il est... je vais vous prendre un grand crème, s'il vous plaît. Ça, vous saurez tout ce que je bois le matin. Il est les RH, quoi. Il est humain. Structurel parce que on est en France, on a de beaux outils pour encadrer la structure qu'on a envie de monter, de l'association à toutes les coopératives que vous connaissez et en passant par des structures un peu hybrides, des sociétés immobilières, des SAS, des SARL, où le droit vient un peu régler vos responsabilités, la bulle étanche, voilà. Les avocats sont beaucoup plus spécialisés que moi là-dessus, mais vous avez pléthore de structures et en fonction du projet que vous avez, on a tendance d'avoir des réflexes de se dire, je ne peux pas travailler sur la question de l'emploi ou la question de gaspillage alimentaire si je ne le fais pas dans une association. C'est pas dit. C'est pas dit parce que il faut avant même d'avoir ce genre de réflexe, se poser la question de qu'est-ce qui est le plus adapté sur une convention collective, sur les gens que vous voulez embaucher et donc le cadre dans lequel vous voulez embaucher et en fonction de ça, la structure qui peut répondre le mieux sur la vitesse que vous voulez donner à votre projet. Moi, c'est cette erreur-là que j'ai faite avec Indélab, c'est la notion de vitesse. Et je pense pas m'être trompé sur le fait de se dire on a un problème d'intérêt général qui y a une révolution numérique qui est en train de s'opérer, les usages vont changer et tout le monde va écouter la musique différemment.
On commence à réfléchir à ça, on est en 2008. Hein. Aujourd'hui, ça paraît tellement tout ça existant depuis la nuit des temps, mais en fait, non, quoi. En 2003, il n'y avait pas Facebook. En 2004, il y a Facebook. En 2008, il y a un sénateur un peu allumé, un peu génial, qui a disparu depuis, malheureusement, Jack Radid, qui faisait une assise au Sénat sur justement la révolution culturelle numérique et le partage de la valeur, et très peu avait compris à l'époque. Et c'est ces sujets-là dont on s'est accaparé. Et en fait, on s'est dit, bon, c'est un problème vraiment d'intérêt général. C'est-à-dire comment on maintient une biodiversité dans la culture, dans une révolution numérique qui, inexorablement, va complètement tout égratigner. C'est-à-dire un déplacement de la valeur économique, de l'attention, une économie qui va être une économie d'attention. On va plus rien posséder, on va être face à des flux, etc. Donc, vraiment tout bouleverser. Et donc, pour ce faire, quand on veut essayer de régler un problème d'intérêt général en mode entrepreneurial, la SIC, elle est genre juste géniale. Et parce que vous pouvez aller réunir le privé dedans, mais aussi le public, mais aussi, bien évidemment, une part importante de représentation des salariés. Et puis, vous réunissez tout l'écosystème. Donc, nous, en l'occurrence, un collège pour les créateurs de contenu, un collège pour les diffuseurs de contenu, un collège pour les groupements, fédérations en France qui représentaient tous ces agitateurs. Et puis ensuite, effectivement, les collèges plus classiques que sont salariat, privé et public. Et là où je me suis planté, c'est sur le fait de ne pas avoir assez à expliquer à tous ces gens-là, mais surtout les salariés, qu'on n'était pas dans une scope, mais une SIC. Et que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le travail de faire le choix de la structure à la base et d'en avoir, surtout quand elle est un peu une sorte d'ovni ou une structure singulière, d'en avoir une lecture précise avec vos collaborateurs, avec vos salariés, avec vos cofondateurs, avec tous ceux qui s'agitent dans la structure est très important. Donc moi, je me suis retrouvé avec une structure qui, effectivement, était une SIC. Et donc, la part des pouvoirs décisionnels des différents collèges n'était pas centré comme une scope sur le salariat, vu que c'était en tout cas le projet de tenter de régler un problème d'intérêt général avec un écosystème bien plus large que effectivement les salariés qui construisaient tout ça. Ça, c'était un premier écueil. Et en choisissant cette structure, je me suis confronté très très vite à la vitesse. On t'a perdu, Eric. Est-ce que tu nous entends toujours, toi? Je vous entends. Ouais. Donc, je vous disais, voilà, la problématique de vitesse. C'est-à-dire que c'est des projets où on avait nécessité d'avancer très vite pour aller chercher de l'argent ou tenter d'aller chercher de l'argent, et très vite sur le fait d'aller chercher des marchés, de les bousculer, de tester, de faire ce qu'on appelle des preuves de concept, de se râper les genoux par terre, de se relever, de prendre des virages un peu vite, de grincer des dents, etc. Et ça, dans une société coopérative d'intérêt collectif, c'est pas complètement la structure adaptée. D'un côté, vous avez la structure fantastique pour venir représenter un problème d'intérêt général, et ça a apporté pas mal de bienveillance sur le marché qu'on destinait et qu'on a dessiné, en l'occurrence, d'aller adresser une plateforme de streaming équitable à des bibliothèques, aux instituts français, à des structures tiers qui défendent des communautés et qui sont très sensibles à cette question d'éducation, à cette question de trouver d'autres clés on va dire de défense de la diversité culturelle. Donc ça, c'était bien pour ça. Et de l'autre côté, quand vous êtes sur le point de faire ce que je vais essayer de faire cet après-midi, c'est-à-dire aller chercher des fonds, c'est pas du tout la structure adaptée. C'est-à-dire que vous avez bien évidemment la possibilité d'enlever. J'avais réussi à lever 1 million d'euros, enfin 800 000 euros en love money avant et 1 million d'euros en mode fonds un peu plus traditionnel, mais vous créez de la dette. Vous créez de la dette parce que il n'y a pas de montée comme ça au capital là-haut. C'est très très rare. Et donc vous avez des titres participatifs, des prêts participatifs. Vous avez tout un tas d'autres mécanismes pour aller faire sauter les fonds. Mais entre l'agitation que vous avez pu faire à la BPI, à la banque, à une banque plus classique, type BNP ou Banque Populaire ou Crédit Agricole ou Crédit Mutuel, et puis l'autre côté, effectivement, type participatif, très participatif, vous mettez les pieds de la structure dans du béton
c'est-à-dire les prêts que vous devez rembourser. Et donc, il faut aller très, très vite, très, très, très vite pour pouvoir effectivement faire en sorte que les marchés répondent fortement pour pouvoir honorer le remboursement des prêts. Donc, là, vraiment, ce choix structurel et l'explication de ce choix structurel à tous vos collaborateurs est vraiment fondamental. Et ça, j'ai pas de regret, hein, c'est vraiment un témoignage de constat. Je reviendrai quand même sur la gestion de l'échec, parce que Adela est passé quand même par une sorte de saut dans un trou qui s'appelle un outil de gestion. Enfin, moi, en tout cas, je le prends en tant que tel. Mais pour beaucoup, c'est considéré comme une sorte d'échec dont on ne se remet pas. En l'occurrence, la demande de sauvegarde. Et j'y reviendrai juste après. Le deuxième point, la table de capitalisation, ça c'est important. Il y a des projets qui peuvent être classiques, type SAS, SARL, mais même quand on constitue son association et qu'on vient dessiner son bureau, son conseil d'administration, les règles du jeu de départ, là on parle plus du volet très statutaire, ça il est fondamental. Très très important. Moi, il y a une ou deux fois je me suis planté parce que d'un coup vous vous retrouvez avec une table de capitalisation, donc vos associés qui correspond pas à la réalité de ce que vous vivez, quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont dormants. Vous vous arrachez à côté avec quelques-uns et vous avez l'impression que tout est disproportionné, et ça ne fait qu'éroder comme ça la motivation, le sens que vous donnez à ce pourquoi vous avancez dans ce projet. Et donc c'est un point de vigilance à avoir, vraiment, d'être en phase, quitte, et ça se fait tout le temps, hein, d'appuyer sur pause, de dire écoute, les choses ont changé, nos vies ont changé, et donc on va changer la table de capitalisation. Je refuse de continuer d'avancer comme ça, parce que ça n'a plus de sens et qu'on va forcément se prendre la tête ou se fatiguer tellement que du coup le projet va se mettre en danger. Et le troisième point, c'est la question des RH. Et donc j'en reviens à ce témoignage d'un des labs. J'avais donc réussi à lever 800 000 € en Love Money. C'est pas rien, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la Love Money? Vous le connaissez tous peut-être si vous avez fait des campagnes de crowdfunding, ou si vous avez des gens bienveillants autour de vous, des amis, de la famille qui croient en ce que vous faites et met un peu d'argent sur la table. Ça, de la Love Money, enfin, il y a pas en attente d'un retour de se dire tu vas multiplier tout ça par X ou Y et sans ça, je te le donne pas. C'est pas du tout ça. C'est plus pour donner la main et aider, servir de tremplin. Et donc, nous, on avait eu, pas des amis, de la famille, mais comme on est dans la sphère culturelle, on avait agité, je pense, de la ville à l'Europe, toute aide possible dans tous les guichets possibles entre société civile et ministère et structures, collectivités qui ont de l'argent public, pour venir dire, écoutez, aidez-nous à monter ces plateformes de streaming équitable, parce que franchement, ça nécessite des dépenses et des moyens considérables, parce qu'on est dans une brique numérique qui nécessite des compétences de dingue. Donc 800 000 €, voilà, c'est beaucoup. J'avais eu un énorme soutien quand même de la région, du temps de la présidence de KRM et de tous les services de la région, pas que l'agriculture, mais aussi l'économie sociale et solidaire, et aussi de l'économie, voilà, députés comme Gagnère à tous les services Farida Boudaoud dans la culture, mais en passant par Cyril Kretschmar à l'ESS et ceux qui s'occupaient aussi de ce qu'on appelle des TIC, donc c'est tous ceux qui mettent en place la tuyauterie numérique ou les transports que vous prenez dans la région. Voilà, tous ces gens-là avaient pris conscience quand même, je vais réussir à les convaincre qu'il fallait qu'on puisse réfléchir à ce sujet sur la suite de ce qui se dessinait devant nous dans la révolution numérique. Il n'y avait pas eu la Covid, il n'y avait pas eu les QR codes, il n'y avait pas, même le mot GAFAM, je pense que toutes ces expressions-là, pas grand monde connaissait. Alors, on ne parle pas de Batik, c'était la quatrième dimension, mais alors, tout ce qui était l'omniprésence et l'omnipuissance absolue de Google, très peu de gens en avaient conscience. On l'utilisait tous, on se disait oui, bon, mais en fait, on n'avait pas complètement conscience de la puissance
des réseaux sociaux et de Google et de la puissance de la possession de la data, d'une data qualifiée et de la puissance aussi ou de la dangerosité de venir enfermer les gens dans une fausse vérité, c'est-à-dire ils ont l'impression d'être dans une liberté absolue et en fait ils sont complètement emprisonnés dans une infobésité et une bulle dangereuse communautaire numérique. Donc tout ça très peu en avait conscience. Donc on lève 800 000 euros et là on réunit une équipe. Et quand c'est de la love money, c'est plutôt cool, on n'a pas à rembourser, quoi. Donc vous réunissez une équipe et puis vous avancez sur le projet, quoi. Et donc on commence à ouvrir les marchés. On avait adressé des salles de concert, des bibliothèques départementales de prêt, des structures comme les instituts français, mais aussi quelques comités d'entreprise. Enfin, on amorçait, quoi. C'est-à-dire, on en avait une, deux, trois là, et puis vous dites, est-ce que de deux ou trois, on peut passer à 100 et sinon on arrête, quoi. Donc, on a arrêté avec les salles, par exemple. J'étais très déçu de ça. Bon, ça, c'est plus personnel, c'est pas un échec entrepreneurial, mais en venant de la musique, en me disant, les premières qui vont comprendre, c'est des salles de musique actuelle, quoi. Enfin, et en fait, bon, le fil, oui, à Saint-Etienne, parce que c'était près de chez nous. Pourquoi j'ai eu les abattoirs, parce que c'était près de chez nous. Et puis, en fait, tous les autres en France, je les connaissais tous. On discutait depuis des années, mais ils n'ont pas compris, en fait. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et donc, la bibliothèque, oui, ça a pris. Enfin, bref, un marché s'est dessiné. On a commencé à générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et on était à peu près une dizaine. Et donc là, il fallait opérer la suite. Et la suite a été la levée de fonds d'1 million d'euros. J'ai mis 6 à 8 mois à faire. Donc, il faut s'anticiper quand même. Et une fois qu'elle était là, qu'elle a été actée, c'est une espèce de joie immense de toute l'équipe. Bien évidemment, enfin, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une équipe, quoi. Donc, c'était vraiment ce travail collectif. Donc là, j'ai réuni tout le monde dans mon ancienne maison, dans mon ancien jardin, en disant, voilà, on a une société coopérative d'intérêt collectif. Vous êtes vous êtes les agitateurs dedans, parce que mine de rien, au quotidien, vous, salariés et associés, parce que vous êtes sociétaires, sans vous, on ne peut pas le faire. Et donc, on doit dessiner la suite. Et la suite, ça va être un sacré enjeu parce qu'il va falloir propulser le marché vers 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et très vite, en moins de 4 ans. Et du coup, je vous propose 2 scénarios, c'est-à-dire, et on va voter parce que je ne vais pas, moi, cofondateur, président, directeur général, dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, soit vous décidez de changer vos conditions aujourd'hui, tout de suite, de dire, voilà, je veux gagner plus, je veux ci, je veux ça. Et auquel cas, peut-être qu'il ne faudra pas 4 ans, mais 3 ans pour atteindre les objectifs. Et sachez qu'ils sont là, vous les êtes devant vous, et go, quoi. Et ou soit on attend, on reste comme on est. Donc c'est plutôt sympa, mais quand même pas un idéal. Et on attend que les marchés se pénètrent et on avance. Et je les ai laissés décider. Je leur ai donné mon sentiment que j'aurais préféré la deuxième solution, mais ils ont préféré la première. Donc je leur ai dit bon c'est simple. Dans 3 ans, il faut que tout avoine, sinon ça risque de faire mal, quoi. Prenez-en conscience. Donc ça, je pense que c'était une erreur, en fait, de pas taper du poing sur la table sous prétexte d'une société coopérative et de dire, en fait, mon intuition en tant que PDG, c'est ça. Quand vous êtes dans une SIC, en fait, vous l'êtes par mandat. Donc en gros, on avait ça pendant 3 ans et en fait, en gros, au bout de 3 ans, vous ne pouvez ne plus l'être et c'est génial. Enfin, si ça tourne, c'est super. Mais quand on vous donne ce mandat, en gros, voilà, c'est comme quand on vote pour notre président de la République, quoi. Notre présidente de la République, à un moment donné, on peut hurler au scandale, on peut avoir plein d'effets de levier pour dire on n'est pas d'accord, mais il y a quand même une majorité de gens qui vont voter pour quelqu'un qui déroule un programme et donc pour beaucoup, ils le subissent malheureusement et attendent la fois d'après pour essayer d'en changer la teinte. Là, j'ai pas tapé du poing sur la table, j'aurais dû. Et l'autre truc qui est le plus dur, en fait, que j'aurais dû faire et que je sais même pas si j'aurais pu le faire. Vous m'entendez ou pas? Allô? Oui, on t'entend. Super. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, de se rendre compte que quand vous passez de 300 000 euros de chiffre d'affaires ou 250 000 et qu'il faut aller au million, vous avez intérêt à avoir des gens bien câblés dans leur domaine, quoi. Bien câblé en communication, bien câblé au niveau du CTO, donc le chef technique numérique, bien câblé au niveau du chef, du représentant, du responsable, de la responsable, de la chef, peu importe le sexe, mais dans le commerce et dans tous les domaines qui nécessitent d'être amplifiés. Et donc, c'est un changement structurel, c'est un changement de mise à l'échelle.
Et là, en fait, j'ai voulu faire monter en compétence ceux qui m'avaient aidé, avec qui, ensemble, on avait monté tout ça. Et c'était une erreur. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous sentez ou quand vous voyez très vite que ça va pas parce que les plafonds de verre sont là, et ben, il faut malheureusement opérer des séparations ou alors avoir des discussions franches en disant tu pensais être le responsable de 3 personnes, en fait, tu vas avoir un responsable et tu vas être une des 3 personnes en dessous. Ça veut pas dire que c'est mal, mais c'est juste pas globalement ce à quoi tu t'attendais, ou même ce que je t'avais peut-être promis ou dit naturellement dans les discussions en se disant bah oui, on va tous avancer ensemble et on va tous prendre les responsabilités supérieures dès lors qu'il le faudra. Et ça a fait que ça m'a fragilisé quand même à des labs par rapport à la vitesse d'exécution à laquelle il fallait que les marches se pénètrent. Et ensuite, enfin voilà, après j'ai eu un autre accident de parcours qui était un truc que vous subissez, quoi. En l'occurrence, dans la levée de fonds d'1 million d'euros, il y avait 300 000 euros de subvention de l'Europe. C'est un Europe Creative, un large call, donc vous avez réunissé 10 entités dans toute l'Europe et tout. Et en fait, on était trop petits, nous, trop jeunes pour pouvoir porter le leader d'un projet aussi gros. Parce que c'était 2 millions d'euros, 10 structures. Enfin, nous, on avait 300 000 euros pour nous. Et d'autres avaient, pareil, 100, 200, 300, etc. Et donc, c'était les Anglais qui l'ont porté parce que c'était les plus costauds, en fait, dans notre consortium. Et le Brexit est arrivé. La structure anglaise a déposé le bilan, a oublié de nous donner 80 000 euros. Et on a failli, 3 structures dans le consortium ont déposé le bilan. Et parce qu'ils ont embarqué, vous savez, un peu comme quand on monte une montagne, et que, malheureusement, il y en a un ou deux qui tombent et on est tous encordés, donc badaboum, quoi. Et en fait, là, j'ai dû prendre une décision. C'était la première fois de ma vie, quoi. Vous avez de l'argent sur votre compte, vous avez les prêts à rembourser dans 4 mois, et vous avez ça qui vous tombe dessus. Donc, j'ai appelé le président du tribunal de commerce, j'ai demandé un entretien pour dire, écoutez, je demande à passer au tribunal pour que la structure puisse être mise en sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, je me mets sous le joug de la justice pour dire, vous gelez les dettes, la structure continue, mais en gelant les dettes, il n'y a personne qui a le droit de venir vous enquiquiner, on ne vous envoie pas d'huissier, rien du tout, et pour avoir du temps pour dessiner une nouvelle stratégie. À ce moment-là, on était 30 dans la structure, 30 entre Paris, Marseille, Lyon, La Rochelle, Bruxelles. Et donc ouais, c'est un sacré coup d'arrêt, quoi. Et j'ai adoré, en fait, enfin adoré au sens, j'ai pas adoré devoir tout redessiner, mais que la France se dote ou a des outils comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu une sauvegarde pendant 6 mois et j'en ai eu une autre encore pendant 6 mois. Vous avez le droit d'en avoir 2. Et j'ai redessiné avec mes collaborateurs la structure avec complètement une autre stratégie jusqu'à lâcher nos bureaux historiques que Ronald Pias et connaissent par cœur. Et du coup voilà, effectivement le rebondissement, parce que là Indélab pour l'instant se porte très bien et avance plutôt, de manière plutôt chouette. Donc effectivement cet échec, on tente d'en faire une force. On est jamais arrivé, hein. On est dans un plan de développement, mais qui est facilement absorbable si les choses continuent comme ça. On n'est plus 30, mais on est 7. On est plus dans un bureau, mais on est dans un lieu. On a un lieu de coworking et on a des gens éclatés en télétravail et ils adorent avoir un peu plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, de leur famille et de travailler de chez eux. Et nous, c'est tellement numérique que c'est 100% compatible. Donc, il faut juste trouver les bons outils, le bon temps de séminaire permettant effectivement à minima d'avoir des interactions organiques, mais sinon, on a juste l'impression des fois de n'avoir jamais quitté le bureau et on n'a pas de distanciation comme ça qui s'est créée. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on avait passé beaucoup de temps avant. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose à analyser que d'être en télétravail sans jamais se rencontrer. On a quand même notre CTO maintenant qui est au Canada et que j'ai jamais vu. Donc, à chaque fois, il me fait des blagues où il a ses chemises en forme de bûcheron.
mais je l'ai jamais vu à part en visio. Il est juste génial et voilà. Donc, mais du coup, il a fallu que je change de CTO. Enfin voilà, tout. Je vais être un peu violent dans les propos, mais c'est juste pour que vous puissiez. Enfin, il voyait que des métaphores, mais voilà, tous ceux où il a fallu qu'à un moment donné, tête se coupe. Malheureusement, j'ai pas pu y échapper et il a fallu, avec de temps en temps tête et fracas, parce que certains ont très très mal digéré, inventer une sorte de bonapartisme coopératif. Donc ça n'a jamais été très agréable à faire. Et puis, bah voilà, la réputation qui va derrière, je pense, parce qu'après vous traînez ça sur le fait d'être peut-être un dirigeant un peu dur, ou ce que vous traînez aussi, et ça par contre, la France ne sait pas faire, c'est il vous marque au fer rouge parce que vous avez demandé une sauvegarde, et donc c'est marqué pendant 8 ans sur votre cabis. Comme ça, tout le monde sait que vous avez un jour pas traversé dans les clous, et ça, je trouve ça un peu bête, quoi. Et donc voilà pour les 3 points de témoignage. Enfin, en tout cas sur ces échecs, enfin sur ces 3 points de vigilance. Je peux aller beaucoup plus loin. Enfin, j'ai plein d'autres trucs à dire, mais je serais bien preneur de questions. Si vous avez des questions déjà là, à ce stade. Merci, Eric. Vas-y, Alors Amandine. moi j'avais une question si je prends la parole à personne. Merci beaucoup, Eric, c'est hyper intéressant ce retour d'expérience. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais sur la SIC et sur le fait que tu nous as dit que l'erreur que tu avais fait, c'était la notion de vitesse. Avec le recul, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu te dis qu'il aurait fallu faire une autre type de structure avant de créer la SIC ou avoir une autre structure en parallèle de la SIC? Parce que tu le ferais différemment ou pas? Bah, du coup, je l'ai fait différemment pour la fabuleuse cantine. C'était ça que je voulais aborder juste après. Donc, c'est la question qui fait la passerelle parfaite. Merci. Ok. Je le ferai. Enfin, déjà, c'est très lourd une SIC. Enfin, c'est très lourd, en fait. Une structure telle que celle-là, elle est lourde d'un point de vue, on va dire, administrative, même financière, quoi. Enfin, c'est pas anodin d'en monter une. Donc, se dire, je monte une SIC parce que je veux traiter de ce sujet qui me semble être important, à partager, enfin, une sorte soit une problématique d'intérêt général, soit une problématique qu'on estime devoir partager avec beaucoup. Et à côté, je monte une structure plus classique pour justement avoir la vitesse nécessaire. Déjà, l'interaction entre les deux, elle se borde juridiquement, c'est pas simple. Et deux, une SIC, comme je te le disais, c'est assez lourd. Donc, pourquoi en monter une, en fait? Parce qu'il faut en monter une pour en monter une, en fait. Pas dit. Donc, ce que je ferais différemment, ben, je l'ai fait pour la fabuleuse cantine, parce que là, encore une fois, on était dans un projet pas comme un des labs. C'est pas la même problématique d'intérêt général. Enfin, elle serait peut-être plus d'intérêt général au sens de la marotte qu'on s'est donné dès le départ, mais elle n'est pas là concrètement à se dire je mets en place une plateforme de streaming équitable, et on est encore d'ailleurs le seul au monde, quoi. D'ailleurs, c'est marrant ce témoignage, parce que c'est aujourd'hui même que sort la version bêta de la refonte de cette plateforme de musique. Il y a quand même 100 000 utilisateurs dans le monde qui l'utilisent. Donc, c'est peanuts par rapport aux 360 millions de Spotify, c'est certain, mais c'est énorme quand on voit qu'on n'a pas mis les milliards qu'ils ont mis, et qu'on n'a pas le dernier Justin Bieber. Enfin, il doit plus exister celui-là, mais vous voyez de quoi je parle, quoi. Et en gros, ce que j'ai fait avec donc la fabuleuse cantine, c'est lié à un des labs, parce que, alors, pour les Stéphanois, vous devez connaître Dominique Paré. Dominique Paré, c'est le chargé d'innovation, enfin l'ancien chargé d'innovation, parce que maintenant il a changé de poste, je crois. Il travaille dans Cité Service, donc plus en lien avec tout le projet de la Cité du Design 2025. Mais donc c'était le chargé à l'époque d'innovation et d'enseignement recherche. Et donc un jour il vient me voir et il me dit, donc dans les bureaux aujourd'hui de Ronald Pia, et il me dit, écoute, il n'y a pas grand monde qui comprend ce que tu fais avec un des labs, c'est trop abstrait, etc. Et j'ai une problématique sur le quartier créatif. Il y a une structure qui vient de déposer le bilan et qui avait un projet autour de la restauration. Et du coup, j'aimerais que tu t'accapares du sujet. Donc, après avoir refusé 5 fois, pour de vrai, hein, en disant, c'est pas possible, en fait, je suis trop satellisé, là, je suis trop débordé. Il a insisté, mais en mode presque énervé, quoi. Et je sais pas pourquoi il a insisté comme ça.
Et j'ai dit, OK, d'accord. Mais alors, pour le coup, je m'entoure tout de suite et je vais pas monter un resto. C'est pas possible. Et donc, c'est là où on a réfléchi au projet, au concept de la fête de cantine. Donc, déjà, d'avoir un positionnement avec le marketing fort, c'est-à-dire essayer de trouver un nom qui me semblait être porteur et le nom des concepts à l'intérieur, etc. Et puis, en réunissant Julien Morel, plasticien, qui avait déjà travaillé aussi dans l'approche du médium culinaire comme première approche sociale, et Boris Fontaine. On fait le tour du monde, plasticien, musicien et chef émérite, quoi. Enfin, c'est important quand on réfléchit à un projet de restauration. On a décidé qu'on allait monter plutôt un lieu de vie et de restauration. On pourrait appeler ça un tiers-lieu, mais voilà, c'est un lieu de vie de restauration. Et que, en gros, on voulait lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ça, d'ailleurs, j'insiste là-dessus parce que souvent, il y a eu encore pas mal de fantasmes sur le projet de la fête de cantine. De temps en temps, on nous dit, ouais, c'est une cantine, c'est cher. Je dis, bah, écoute, ça s'appelle la fameuse cantine et en fait, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, on a de suite mis comme deuxième marotte l'inclusion sociale parce qu'on est dans le champ de l'alimentation durable, équilibrée et qui se veut effectivement une cuisine saine et créative et une assiette et au sens de belles découvertes, etc. Et qu'on essaye de faire en sorte que cette alimentation durable puisse être accessible au plus grand nombre. Donc, il nous fallait trouver des clés pour faire de l'inclusion sociale. Des repas solidaires, un prix social alors qu'on n'avait pas de subvention pour faire ça. On n'est pas un théâtre public, quoi, qui peut faire des prix réduits, quoi. Donc, nous, on l'a mis en place comme si on était un service public, etc., pour dire, on va essayer comme ça de faire se mélanger plus de gens. Et on sait que le prix est souvent un frein par rapport à ça. Et donc, très vite, c'est posé la question de monter une autre SIC ou pas. Et très, très vite, j'ai dit non. Et j'ai dit, on va monter d'abord une association qui va venir dessiner effectivement un prototypage. Et si du prototypage, on en passe en mode version 2, enfin voilà, on change de vitesse, on va monter une SAS, on écrira des statuts pour demander un agrément ESU, si vraiment on le désire, mais on va plutôt monter une SAS. Et pour toute la question de l'intérêt général, au sens intérêt général, c'est-à-dire vraiment au sens une structure défiscalisée qui peut discuter avec des fondations, etc. On va monter un fonds de dotation. Donc en fait, j'ai monté 3 structures avec une interaction légalement légale entre les 3 qui me permet d'avoir absolument toutes les vitesses en fonction de qui est mon interlocuteur, en fonction de qui est dans la structure et en fonction de là où je vais aller. Cet après-midi, c'est Éric Petrotto, président directeur général de la SAS, qui va aller discuter avec le fonds. Hier, c'est Éric Petrotto, trésorier de l'association, qui discute avec son président pour venir refondre les statuts, pour qu'on vienne et ajouter de nouveaux collèges, pour intégrer de nouveaux adhérents dans le domaine culturel ou de nouveaux adhérents dans le domaine effectivement social, comme des MJC, tout un tas de structures du territoire qu'on aimerait un peu plus présentes dans notre association, parce que cette association est exploitatrice de la cantine que vous connaissez à la Cité du Design, et elle est exploitatrice et locataire à la SAS de l'espace que vous connaissez. Et donc, elle paye une franchise créative et sociale que la SAS est en train de développer, mais est en train d'écrire juridiquement, avec différentes structures, dont l'association historique, pour comme ça avoir une sorte de possibilité d'attraper une vitesse d'un côté je prends le concept et j'aimerais qu'il en existe 100 comme celui-là, et à côté avoir la structure exploitatrice association qui continue à œuvrer ce qu'elle a entamé en 2017, avec cette possibilité d'avoir des bénévoles, avec cette possibilité d'avoir des services civiques, avec cette possibilité d'avoir des salariés, avec cette possibilité d'avoir des alternants, enfin d'avoir tous les statuts, de faire un peu l'insertion à la marge. On n'est pas câblé pour, on n'a pas juridiquement la capacité mais on est en capacité de pouvoir accueillir de temps en temps effectivement un peu d'insertion, etc., etc. Et donc j'ai pensé une sorte d'hybridation structurelle avec une table de capitalisation pensée à chaque étage par rapport au fonds de dotation, à la SAS et à l'association. Un peu une usine à gaz, j'avoue. Mais pour l'instant, ça va à toute berzingue. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien qui m'empêche de rien. Quand je dis je, c'est bien évidemment l'équipe. Hein. Parce que vous avez un conseil d'administration dans l'association, donc il y a des collèges qui décident, etc. Dans la SAS, c'est pareil. Il n'y a pas une nomenie
une omnipuissance du PDG, mais bien évidemment des associés avec des rencontres assez régulières et je suis en train de penser à d'autres formes pour avoir des rencontres virtuelles encore plus régulières que ça, c'est-à-dire faire des pushs, genre enregistrement de vidéos pour les clients au courant, genre ce qui va se passer cet après-midi. Genre, en fait, là, on est quoi là? On est quel jour, Marion? On est jeudi. La Oui. semaine dernière, jeudi, on avait combien de fabuleuses cantines? On avait une à La Rochelle, une à Saint-Étienne, une à Lyon et une dans un container à Villeurbanne. Donc 4 en une semaine, il y en a une cinquième. C'est-à-dire dimanche, je suis allé hacker avec, on était 10, l'auditorium de Lyon. Et 2 jours après, mardi, il y a voilà, tout le staff directoire de l'auditorium qui a acté que c'était la fabuleuse cantine qui allait prendre l'auditorium. Et donc hier, on a commencé à faire des premières dates. On a un tableau Excel. Ce soir, quand je reviens de Paris, je vais aller là-bas, je pense, pour aller voir comment se portent les équipes. Si on a besoin d'un coup de main de fin de service. Et on y est samedi, dimanche, et puis on va y être toutes les semaines. Bref, il y a la fabuleuse cantine à l'auditorium de Lyon. Je suis comme un dingue, en fait. C'est un truc de dingue parce que en fait, on a des bocaux anti-gaspi, on a des burgers anti-gaspi. On est en train de faire manger tout le gratin lyonnais de tout ça, quoi. Donc, en fait, ça, c'est aussi grâce à la SAS. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez vous n'avez pas besoin là de 15 jours d'acter je ne sais quoi. Vous pouvez d'un coup faire débloquer XY budget parce qu'il a fallu là voilà que je fasse débloquer entre 5 et 7 K, mais surtout que en fait j'embauche 3 personnes en à peu près une demi-journée. Donc ce genre de choses, si vous voulez, quand vous êtes dans une SIC, quand vous êtes dans une asso, etc. Enfin, vous faites pas ça comme ça, quoi. Et là, en fait, vous faites ça comme ça. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un que je voulais absolument pas qui partent à plus de 5 centimètres de ma quiche, qui revenait de je sais pas d'où, d'Angleterre et de Limoges, et avec qui j'étais en entretien, et du coup il a signé son CDI 3 minutes après qu'il ait fini son café, quoi. Donc ce genre de choses. Et là, moi j'ai besoin effectivement, ça fait un pont avec ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de l'humain, mais j'ai besoin sur un projet comme la fabuleuse cantine qu'on soit 50 dans moins de 10 jours, ou on va dire dans moins de 2 ans, 50 ou 80, et il faut des moutons à 5 pattes, quoi. Et Eric, oui. Excuse-moi, je te coupe. Pourquoi tu souhaites aller aussi vite? Est-ce que c'est dû à ton tempérament? Est-ce que c'est dû au fait que tu lèves des fonds et qu'il y a une pression financière derrière? Moi, j'ai souvent entendu dire que l'entrepreneuriat est plus un marathon qu'un sprint. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à développer aussi rapidement plusieurs structures, à embaucher autant de personnes aussi rapidement? Bon, c'est pas les fonds. Enfin, il y a pas de pression. C'est pas ça. Alors, je pense qu'il y a un tempérament. Après, il y a aussi, ça fait depuis 2017, quoi. Et là, on s'est cogné quand même presque 2 ans de Covid. Donc, en fait, tellement de frustration d'avoir les lieux fermés, de ne pas pouvoir dérouler toutes les intuitions. Et que là, au redémarrage, on sent, enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez de l'extérieur, si vous avez l'occasion d'aller vers ce projet. C'est des lieux de vie, donc on peut aller y passer du temps. Mais moi, je sens là qu'il faut y mettre un coup d'accélérateur ultime parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est une espèce de captation d'énergie. Et sur cette marotte première, quand j'ai commencé à lire tout un tas de choses sur les 20 tonnes par minute de gaspillage alimentaire en France, c'est ouf, quoi. Enfin, tu as juste envie de designer toute une communication autour de dire nous, on en a transformé déjà 200, et si j'en ai 10 de plus des cantines, ça va être 2000 des tonnes. Donc, ça va être que quelques minutes, mais en fait, toute l'équipe serait super fière. Et en fait, il y a aussi une sorte de positionnement d'être les premiers à des endroits. T'as Toulouse qui t'appelle, il faut y aller. Enfin, si tu dis oui, on verra dans 2 ans. Enfin, non, quoi. T'as l'impression que c'est maintenant que se dessine une sorte d'émergence de tiers-lieux dans le pays, ou d'émergence et surtout la Covid a accéléré ça, c'est-à-dire d'émergence de chercher un peu plus de sens quand on vient poser un projet immobilier un peu classique. Je dirais d'autres mots en d'autres temps, hein, parce que c'est quand même un grand n'importe quoi, ces projets immobiliers souvent.
un grand n'importe quoi parce qu'en fait, ils font tellement n'importe quoi en amont et ils sont tellement des espèces de gavage de thunes que, en fait, tu peux pas faire un projet d'innovation sociale tellement que le coût immobilier est lourd. Donc, il vient complètement perturber tout bon sens que tu pourrais donner à un service aux citoyens, si tu veux, ou à des clients qui sont des citoyens. Donc là, tu sens qu'ils sont bloqués. Il y a des changements politiques. Tu vois, quand tu es sur la métropole de Lyon, là maintenant, moi j'habite à Lyon. Bon, je suis 4 fois par semaine à Saint-Étienne, mais j'habite quand même à Lyon. Et en gros, on est en train d'en développer à Lyon des fabuleuses. Et en gros, tout est passé au vert. Et en fait, ça perturbe tous les promoteurs immobiliers, ça perturbe tout le monde sur se dire mais comment on vient apporter un peu plus de sens à effectivement l'économie réelle. Et après, face à ça, c'est pour ça que peut-être que la fabuleuse va vite. Alors, il faut faire gaffe à la vitesse, hein, parce qu'on peut se casser la figure. Hein. Mais en gros, tu as des projets fantastiques comme les petites cantines, par exemple. Les petites cantines qui sont un projet, voilà, plutôt. Alors, tu vois, je dirais, dans les marottes, c'est pas genre lutte contre le gaspillage alimentaire et inclusion sociale, c'est inclusion sociale. Et bien évidemment, ils sont très, très attentifs à faire attention aux invendus alimentaires ou d'être dans un récup ou d'être de toute façon dans des achats de produits sains. Et ben, ce projet-là, en fait, dans son modèle éco, il est très ESS au sens de, tu vois, face à la pression immobilière, bah, du coup, tu es un peu contraint, quoi. C'est-à-dire, en gros, tu peux implémenter, pas forcément dans des 600 mètres carrés, et puis tu peux implémenter, si, tu vois, je parle sous contrôle de Diane, qui à l'époque m'avait dit ça, peut-être que les choses ont évolué depuis, mais c'était il y a plus d'un an, et en gros, s'il y a un peu plus de 60 € du mètre carré, tu vois, sur ton foncier, bah, tu peux pas mettre un projet comme ça, quoi. Et donc, en gros, tu te dis, bah, tu as trouvé des promoteurs qui vont accepter, tu vois, ça. Je veux dire, on paye pas 60 € du mètre carré à la Cité du Design. Hein. On paye beaucoup plus, quoi. Et pareil à Lyon, là. Donc, tu te dis, tiens, on va pas payer 300, on va pas payer 60, mais si tu as des projets un peu hybrides, façon fabuleuse, qui sont capables de payer 120, bah, tu fais de l'innovation sociale dans une économie réelle, sans subvention ou sans être affilié à des fondations, etc. Tu vois, toute une dynamique qui fait que c'est pas complètement l'économie au sens réel et c'est pas péjoratif. Hein, c'est au sens un client rentre, bip sa CB sur le TPE et la multiplication de ces gestes-là font que tu as besoin de personne, quoi. Tu vois, tu t'avances et tu as ton modèle éco, tu payes tes salariés, tu payes tout, tu gères tes marges et tu avances, quoi. Et ben, en gros, t'as pas beaucoup de projets comme ça qui sont dans cette hybridation. Donc, on est beaucoup sollicité. Et quand tu es sollicité, bah voilà, après, t'as deux choix possibles. Hein. Soit tu dis, ouais, on verra. Ça serait le choix le plus sage, hein, peut-être, parce que m'éviterait de moins dormir. Mais là, j'ai vraiment envie de mettre un coup de boost, quoi. Je me dis, il faut qu'il y en ait une dizaine dans moins de 3 ans, tu vois. C'est du travail. Donc, il n'y a pas de pression de fond. Pardon. Okay. Philippe, je suis désolée, je te coupe parce que je vois qu'il reste 4 minutes. Il y a une question de Théo dans le chat pour donner la parole à tout le monde. Théo te demandait, Eric, pourquoi avoir cette démarche sociale et anti-gaspi et garder des prix aussi hauts? Des prix aussi hauts, ça dépend ce qu'on appelle des prix aussi hauts. Alors déjà, est-ce que l'économie circulaire ou l'économie bleue, enfin, nous on fait de l'économie bleue. Hein. L'économie bleue, quand vous tapez sur Wikipédia, on va vous dire ouais, il y a des algues invasives dans l'océan et en fait, en les transformant, on en fait de la spiruline. Moi, j'ai récupéré ce terme-là pour dire, OK, moi, j'ai des déchets d'un côté et avec de l'art, de la technicité et du design, j'en fais de la cuisine créative. Et donc, je rajoute de la haute valeur ajoutée. Et en fait, dès qu'on est dans l'ESS, dès qu'on est dans l'innovation sociale, dès qu'on est dans l'économie circulaire ou l'économie bleue, on affecte ça à pas une paupérisation, mais à un prix qui doit être, tu vois, genre, pas les pâquerettes, pas de marge, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je suis pas complètement d'accord avec ça. Si je rajoute de la haute valeur ajoutée à un projet d'économie circulaire ou d'économie bleue, je mets en face le bon prix pour que je puisse pas me gaver, parce que c'est pas du tout le cas. On a des statuts qui sont écrits avec les règles ESU, donc on n'est pas du tout dans une gavade, mais plutôt de dire, je veux pas faire galérer. Et en fait, moi, quand j'embauche un chef, il me demande 2400 bruts, quoi, voire 3000 € bruts. Là, ma directrice d'exploitation, je suis transparent sur les chiffres, moi, je cache rien sur ces trucs, mais ma directrice d'exploitation, à Saint-Étienne, j'ai besoin de quelqu'un d'hyper câblé, quoi. Quelqu'un qui sait gérer des RH, qui sait gérer des flux, qui sait répondre à des sollicitations clients, qui sait gérer le fait d'accueillir une centaine de personnes ou 150 des fois 15. Ça marche pas tous les jours, mais voilà, dans un lieu, etc., qui soit toujours aux normes sanitaires, etc., et sociales.
Et voilà, et c'est 2200 euros brut, quoi. Donc, quand vous commencez à avoir des niveaux de salaire, il faut que le modèle économique en face corresponde. Et les 8 euros entrée plat, tout bio, toute agriculture raisonnée, tout anti-gaspi, qu'on rachète, parce qu'on ne nous donne pas les invendus. Ça aussi, c'est un fantasme. On croit que Petroto récupère des bananes pourries et les vend. C'est pas tout à fait ça. En fait, on a beaucoup de RH pour transformer des choses complètement fracasses qu'on rachète. Donc, on est dans un modèle assez complexe à équilibrer parce que si on n'a pas de la privatisation, par exemple, le soir, on l'équilibre pas, ce modèle. Même en mettant un prix que beaucoup peuvent trouver cher, c'est-à-dire un bocal solidaire bio à 6 euros ou un menu à 8 euros, c'est pas cher. Et on était avant à 5 ou 6, mais on payait pas de loyer et pas d'électricité. Là, on a 4 000 euros de loyer et 1 500 euros d'électricité par mois. Donc, c'est sûr que ça marche plus. Et par contre, là où on a des choses à aller creuser pour essayer d'avoir une tarification, non pas chère, mais permettant plus d'inclusion sociale, c'est le fait par exemple, de s'approcher des fondations. Donc là, on est en train de finaliser avec la fondation de l'université Jean Monnet, le fait de dire, écoutez, si vous voulez qu'on fasse un prix façon rue sur l'entreplat végétarien, j'insiste là-dessus, pas prôner le fait de manger de la protéine, et du coup, pas de problème, vous pouvez nous aider. Et là, sur des milliers de repas, on va pouvoir les faire à 5 euros. Donc ça va arriver, je pense, d'ici quelques semaines, mais ce sera construit parce qu'il y aura dans le modèle économique pertinence avec une aide en face pour une action précise, quoi. Et donc, en fait, on n'est pas cher ou pas cher, on est, à mon sens, au prix permettant l'équilibre d'un projet parce que ça m'enquiquinerait qu'il se casse la figure parce qu'on essaye de faire les euros, encore une fois, j'insiste, sans aucune subvention de fonctionnement. On ne reçoit pas une subvention de fonctionnement pour faire marcher les fabuleuses cantines. Du coup, je ne sais pas si tu as vu la réponse de Théo, Eric, mais il dit c'est une remarque que j'ai souvent entendue en venant à la Fabuleuse, mais la réponse est claire. Donc, voilà, tu l'as convaincu. Merci Théo. Non, mais moi, je suis en fait, je sais qu'on n'a plus le temps. Ce qui est chiant avec la nourriture, c'est qu'on nous a habitués à manger de la merde. Est-ce que quelqu'un sait ici, je pose la question et je ne veux pas donner la réponse tout de suite, je veux vraiment que vous me disiez si vous avez cette réponse. La viande de McDo, elle est transformée, d'accord? C'est un produit transformé. Et en fait, combien il y a d'ingrédients dans la viande, pas dans le burger? Combien il y a d'ingrédients dans la viande, le steak du McDo? Qui a la réponse? Il doit avoir une vingtaine, non? 120, dit Théo. Ah, Théo. 53. Dans le Super West de la fabuleuse cantine, il y en a un. Bio, voilà, local. Quand on rachète à bas coût, effectivement, c'est invendus. On fait travailler l'écosystème. Donc, on fait travailler ces maraîchers. On essaye de réinjecter de l'argent dans tout l'écosystème. Et en fait, on nous a habitués au grand n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire à manger de la merde, à manger des trucs qui font presque mal à la santé. Même limite, les payer 5 balles, c'est les payer trop cher, en fait. Et donc, pour réintégrer la notion de la valeur des choses, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est chaud? C'est super compliqué. Merci beaucoup, Eric, pour ces témoignages. Pour les personnes qui étaient présentes, comme je disais dans le chat, j'ai oublié de vous demander, mais j'espère que vous êtes d'accord. J'ai enregistré le témoignage d'Eric, donc vous pourrez le réécouter si vous souhaitez l'écouter avant de vous coucher ou le matin, voilà. Et puis, je vous enverrai aussi, si Eric, tu es d'accord, tes coordonnées pour bien sûr. Continuer les échanges en bilatéral. Voilà, merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage et partage d'expérience. Je pense que c'est hyper inspirant pour tout le monde. Rendez-vous le 16 à la Fabuleuse, dit Théo. Ah, merci Théo. Il fait de la pub, maintenant qu'il est convaincu. De toute façon, quand vous montez un projet, je finirai là-dessus, ça fera une petite passerelle avec mon premier métier. Genre, vous disparaissez et le projet est là, hein. C'est-à-dire il n'est plus à vous, quoi. Donc, vous trouvez la clé dans l'usage ou dans l'accompagnement de vos salariés, dans l'accompagnement de l'équipe, quoi. À ce que, effectivement, c'est plus la fabuleuse cantine, en fait. C'est la fabuleuse, c'est votre fabuleuse, quoi. Donc, c'est là où c'est la plus grande fierté, elle est là, hein, très sincèrement. Et merci encore pour votre écoute. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous.